Bonsoir, Jonathan. Salut, ça va bien? Ça va très bien, merci. Content de te voir après 2 semaines d'absence. Ouais. J'ai une grosse semaine cette semaine là, avec les changements de température. Je ne savais pas s'il fallait que je mette mon gaz d'été ou mon gaz d'hiver. Toi, avec, tu t'es posé la question. Tout perdu. Avec la tempête hier, ceux qui avaient fait le full d'été étaient prêts avec le gaz d'hiver hier. Ouais. C'est, pas facile. Pas facile, la vie, je te dis, c'est pas facile. Aujourd'hui, tu nous fais un tour des nouvelles en commençant par une nouvelle, puis je l'ai lu, ta nouvelle, là, j'étais enragé. Je me disais, s'il fallait que ça arrive, je sais, chez nous, je ne sais pas comment je réagirais. La nouvelle qui commence par New York où une propriétaire perd l'accès, elle est propriétaire, puis elle perd l'accès à sa propre propriété. Oui, puis comme on va voir dans l'article, elle a même été arrêtée par la police avec une altercation avec des squatteurs. C'est démentiel, là. Ça n'a pas de bon sens, mais on te laisse aller. Je résume un article qui est paru sur National Review et aussi sur ABC News. Dans le fond, si je vous résume l'article, c'est Adèle Andalaro qui a hérité la maison de ses parents dans le Queens à New York. C'est un bungalow quand même assez normal, là, mais il vaut 1 million de là où il est localisé. C'est pas une énorme maison de fou, là, mais ça vaut quand même 1 million dans ce coin-là. Bien, une niche à chien à New York, ça vaut 500 000. C'est ça. Fait que c'est des grandes 2 chiens là-dedans. Fait qu'elle était dans le processus de vendre la maison de ses parents qu'elle a reçue par l'héritage. Puis un jour, à ce point-là, elle a été embarrée à l'extérieur de la maison. Les serrures ont été changées. Fait que pourquoi? Le 6 février, il y a des squatteurs qui ont emménagé dans sa maison puis refusent de quitter. Fait que c'est donc légalement sa maison à elle, mais elle ne peut pas y entrer même avec les papiers légaux en main. Fait qu'il est revenu avec les journalistes de ABC News qui ont filmé la scène. Je vous résume un petit peu le vidéo de ce qui s'est passé là, la journée même. Fait que les portes étaient barrées, puis elle ne pouvait pas rentrer dans sa propre maison qu'elle a hérité de ses parents. Il y a une squatteuse qui est arrivée en avant de la maison pour rentrer. Elle s'est fait confronter, fait qu'elle a reviré de bord, mais elle a comme laissé la porte d'entrée débarrée. Mais peut-être que tu ne le sais pas, je ne sais pas si tu l'as lu dans l'article ou tu l'as vu dans la vidéo, mais elle a été absente de cette maison-là pendant combien de temps? Pas tant que ça. Je n'ai pas tout regardé les 2 articles au complet. Là. OK. Mais j'ai surtout regardé des vidéos qui étaient assez hallucinantes là, de voir la scène. Là. Fait que c'est depuis le 6 février, dans le fond. Là. Fait qu'elle était là comme in and out. Là. Elle avait commencé à rentrer ses articles ménagers dans la maison. Elle dit ça, c'est mon lit, puis tout ça. Mais là, elle ne pouvait plus rentrer. Là. Wow. Fait que, dans le fond. La propriétaire? La propriétaire, elle rentre dans la maison avec les journalistes, puis elle trouve 2 hommes en train de dormir. Fait que les squatteurs appellent la police, pas la femme, mais les squatteurs, qui arrivent puis qui posent des questions aux voisins pour voir c'est quoi l'histoire puis c'est qui les vrais locataires de ça. Fait que, finalement, la police a arrêté un homme qui disait qu'il vivait là depuis 2 jours, puis ils ont escorté le deuxième homme de la propriété. Puis en partant, la police a donné un avertissement à la femme avant de partir. Il disait c'est possible qu'on revienne t'arrêter si l'homme, le deuxième homme, t'accuse de l'avoir évincé illégalement. Mais c'est sa maison, là, rappelons-le. C'est sa maison à elle, là, et légalement héritière de la maison. Entre-temps, la femme appelle un serrurier. Pendant que la police est encore là, le serrurier était là. Il attendait que la police parte. La police s'en va. Il change les serrures de la maison pour que la femme puisse rentrer dans sa maison, être en sécurité, et que les squatteurs ne rentrent plus dans la maison. 10 minutes après le départ de la police, le deuxième homme revient puis il tente de forcer la porte de la maison. La police revient. Cette fois-ci, ils disent à la femme qu'elle ne peut pas évincer un locataire comme ça, quand elle a changé les serrures, là, puis qu'elle doit passer par la cour pour faire ça. Puis le deuxième homme dit qu'il a signé un contrat de location en octobre, puis qu'il est légalement locataire, mais il n'y a aucun papier, aucune preuve. Il ne veut pas dire avec qui il a signé ça. Puis tout ce qu'il fait, c'est montrer aux journalistes une facture de travaux qui ont été faits là, mais peut-être comme en sous-traitance ou autre. Là. Il n'y a pas aucun bail locatif ni preuve. Là. Fait que même la police n'a pas vu de contrat de location, rien. Fait qu'il n'y a aucune documentation qui prouve qu'il est vraiment locataire. Puis le comble de tout ça, la vidéo se termine avec la femme qui est arrêtée par la police pour éviction illégale d'un locataire parce qu'elle a changé les serrures de sa propre maison où un homme prétendait y vivre, un squatteur. Là. Donc, elle a de changer ça pour sa propre sécurité, pour être capable d'avoir la tranquillité d'esprit de dire c'est chez nous, puis il n'y a pas un squatteur qui va rentrer chez nous parce que c'est ma maison que j'ai héritée de mes parents. Reprendre le contrôle de ta propre maison. Là. Ben oui. C'est ridicule. Puis elle se fait arrêter parce qu'elle a changé les serrures, puis elle a évincé un locataire illégal chez elle. Un squatter qui prétend qu'il vit là. Fait que c'est n'importe quoi. Là. Puis là, si ça va en cours, ça peut prendre 2 ans à se régler. Puis à New York, ça a l'air qu'il y a une loi qui dit qu'après 30 jours, les squatteurs ont des droits. Fait qu'une fois que l'enquête va être terminée, ça va être bien au-delà des 30 jours. Puis les squatteurs pourraient avoir légalement les droits sur la maison, à ce que j'ai compris dans la vidéo de ABC News. Ben voyons fou, donc. Puis aussi ridicule que ça, j'étais en fin de semaine au restaurant avec ma sœur. Elle et son mari ils ont été en Espagne en vacances. Puis c'est un peu la même chose là-bas. Si, mettons, tu achètes une maison pour y aller 6 mois par année,
Si une maison n'est pas habitée, quelqu'un peut clamer la propriété de ta maison. Fait que tu peux acheter une maison pour y aller 6 mois par année, ou peu importe. Tu arrives là-bas, quelqu'un vit dans ta maison, puis il a le droit, là. Il a légalement pris le contrôle de ta maison. C'est fou, là. Après un certain nombre de temps. Bien, si tu ne vis pas là, parce qu'il y a tellement de manque d'immeubles locatifs, si quelqu'un ne vit pas dans un bâtiment, tu as le droit de le prendre, puis il t'appartient. C'est ridicule, là. Wow. Fait que c'est ça. Fait que c'est des lois stupides contre les citoyens contre les bons citoyens, en fait, là. Fait que, tu sais, on sait qu'il y a un fléau en Europe avec l'immigration illégale. Tu as beaucoup de bateaux qui arrivent de l'Afrique. On a vu plein de vidéos là-dessus. Aussi, une dizaine d'années avec la guerre en Syrie, tu as des millions de personnes qui ont passé par la Turquie pour venir en Europe. Fait que tu as la même chose aux États-Unis. Tu as 100 à 200 000 immigrants illégaux qui rentrent par la frontière mexicaine par semaine. Fait que ça empire les problèmes par semaine? Par mois, je veux dire. OK, il fallait dire c'est énorme, là. Ben, c'est quand même par mois. 200 000 par mois. C'est énorme quand même. Oui, c'est ça. Fait que ça augmente les problèmes de crise du logement un peu partout dans le monde. Puis là, tu as des lois stupides comme ça qui permettent aux gens de clamer ou réclamer ta maison légalement, là. Fait que c'est un peu n'importe quoi. Fait que, tu prends quasiment un garde de sécurité 24 sur 24/7 dans ta maison pour s'assurer qu'il n'y a pas de squatter qui rentre quand tu n'es pas là. Ouais. Quand il disait « vous posséderez plus rien et vous serez heureux », il niaisait pas. Ouais, je pense pas que tu es heureux dans ce cas-là. Je pense pas, non. En Pennsylvanie, il y a des scientifiques qui créent des chromosomes humains artificiels ou artificiels humains. Oui, c'est un article de Technosciences. Une révolution dans la recherche génétique pourrait bien être en marche grâce à une avancée majeure réalisée par des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie. Ces scientifiques ont créé une technique novatrice pour fabriquer des chromosomes artificiels qui fonctionnent au sein de cellules humaines, ouvrant des perspectives inédites pour les thérapies géniques, un mot qu'on aime bien, notamment contre certains cancers et diverses applications en laboratoire. Ils disent aussi que cette méthode surmonte les défis techniques jusqu'alors insurmontables, permettant une fabrication rapide et précise des chromosomes artificiels humains. On est quand même rendu assez loin là, dans la science de fabriquer des chromosomes artificiels. Oui, c'est malade. Leur étude publiée dans le journal Science présente comment ces constructions d'ADN peuvent permettre de créer ces chromosomes de manière efficace, promettant d'accélérer considérablement la recherche en ADN et de faciliter le développement de thérapies cellulaires mieux conçues pour les maladies comme le cancer. C'est tout le temps des bonnes raisons pour justifier leur but pas si noble. Derrière la corruption, c'est toujours un écran de fumée de bonnes raisons. C'est ça. Ils cachent bien leurs traces. Ouais. Fait que cette innovation ne se limite pas à offrir une alternative fiable au système actuel de livraison de gènes, fait qu'ils doivent parler des vaccins à ARN messager, des thérapies géniques, mais ouvre également la voie à un large éventail d'applications en génie génétique. Pour terminer, les chercheurs envisagent également l'utilisation de cette technologie pour développer des chromosomes artificiels pour d'autres organismes, y compris les plantes, afin de produire des cultures à haut rendement. Fait que, en résumé, dans le fond, les scientifiques sont en train de créer une technique pour créer des chromosomes artificiels, comme qu'on a lu, puis ça s'intègre aussi bien à les cellules humaines que végétales ou autres, là, pour améliorer le rendement des cultures. Donc, on est vraiment dans l'application de la chronique que j'avais faite là, au printemps sur la convergence bionumérique. Là. J'ai mis un petit print screen à l'écran de choses qu'on avait parlé. Oui, c'était vraiment intéressant, cette chronique-là. Ouais. J'invite les gens, si vous ne l'avez pas regardé, de la retrouver dans... Ça doit être en avril, peut-être, là, 2023. Quelque chose comme ça, mais c'était tellement bon. Ouais, puis, on ne peut pas se soupçonner qu'on ait déjà travaillé à autant d'informations dans le détail sur la bionumérisation ici au Canada. Là. Cette chronique-là, Jonathan, était exceptionnelle. Ouais. En même temps que les journalistes disaient non, les vaccins ARN messager ne modifient pas ton ADN, tu as le site du gouvernement, horizon.gc.ca, qui dit ouvertement que c'est le but, puis qu'ils veulent enrayer les maladies avec les thérapies géniques, puis modifier les caractéristiques de ton enfant physique, spirituel et psychologique même. Là. Il parlait même des plantes de modifier, puis on est rendu là. On est rendu là. Fait que c'est assez fou. Fait que tu as le temps des beaux buts nobles qui prennent, comme tu dis, pour un écran de fumée. Mais c'est du marketing. On veut positionner avec vraiment le beau côté, mais il y a un dark side à tout ça. C'est ça. Fait qu'ils sont vraiment en mode jouer à Dieu, modifier, qu'on soit plus à l'image de Dieu. Là. Mais ils prennent tout le temps des beaux termes pour cacher ça. Que, comme disait Moderna ou mode RNA, on a hacké le logiciel de la vie. On observe une tendance alarmante du côté de l'aviation. Oui. À moins de vivre sur une roche, sous une roche. Oui, c'est ça. Sous une roche. Il y a beaucoup de problèmes mécaniques de ce temps-ci là, dans le monde des aviations commerciaux. Oui. On sait pourtant que le monde des transports en avion, c'est un des plus sécuritaires au monde. Là. Les normes sont extrêmement élevées, de la fabrication à l'entretien. Oui. On est loin des normes de chez Roger Patate, sans vouloir t'offenser. Mais récemment... Ça existe pour vrai? Sûrement. Okay. Il y a sûrement beaucoup de problèmes mécaniques. Il y a eu beaucoup récemment de problèmes mécaniques et puis d'erreurs diverses. Là. Par paresse, j'ai demandé à Gab AI
de me sortir des cas des 3 derniers mois. Oh, t'es rendu là? Oui, la paresse, ouais. C'est ton ami Gab maintenant. Ouais. Il donne de l'information. Ouais, c'est la première fois que je l'ai essayé la semaine dernière, là, Gab.ai, Ouais. une intelligence artificielle alternative à Google et aux autres gros. Là. Mm-hmm. Mais au moins, ils sont honnêtes dans leur technique. Tu as Gab.ai, tu as comme un personnage par défaut que tu poses des questions. Puis si tu veux des réponses biaisées, ben là, tu peux choisir d'autres personnages. Fait que tu peux choisir Donald Trump pour y poser des questions ou Martin Luther pour y poser des questions bibliques ou des choses comme ça. C'est quand même pas pire. OK. Fait que, ou une gauchiste avec les cheveux bleus, peu importe. Tu as beaucoup de personnages pour avoir tes réponses biaisées. OK, je comprends. Non, C'est pas pire. bon. Fait que Gab t'a répondu. Oui, c'est ça. Fait que j'ai demandé de me sortir une liste de quelques cas parmi tant d'autres de problèmes d'aviation récemment dans les Fait que 3 dans tes derniers mois. moments de solitude, tu pourras entamer une discussion puis une conversation avec Gab. Oui. C'est bon. Fait que le 22 janvier 2004, on a eu un Airbus 330 de Qantas qui a effectué un atterrissage d'urgence à Perth, en Australie. Dans le fond, c'était un problème de pompe de carburant. Je vais y aller vite fait. Là. 30 janvier 2024, c'est un Boeing 777 qui a eu une fuite de carburant dans un vol de Tokyo-New York. Ça a provoqué un atterrissage d'urgence. En 15 février, c'est un Boeing 737 de Turkish Airlines qui est encore un atterrissage d'urgence à Istanbul. Vous allez voir. Après, il y avait une odeur de brûlé dans la cabine. Finalement, c'était un problème de climatisation. Le 27 février, un Airbus... Il semble qu'une odeur de brûlé et climatisation, ça ne va pas ensemble. Mais... un problème dans le système. Airbus 321 de Delta Airlines qui a connu une panne de système hydraulique. Atterrissage d'urgence à Atlanta. 12 mars 2024, un Boeing 737 d'American Airlines a subi une panne de moteur cette fois-là au décollage en partant de O'Hare à Chicago. Atterrissage d'urgence encore une fois. 25 mars, un Airbus 320 d'Air India dérouté vers Mumbai en Inde. Perte de pressurisation, doit être assez fréquent ça en plein vol. 1er avril, un Airbus 320 de LATAM Airlines, atterrissage d'urgence à Santiago au Chili. Puis un dernier, 10 avril 2024, un Boeing 737 de SpiceJet effectue un atterrissage d'urgence à Delhi en Inde. Mais ça, c'est tous les bris d'avion depuis début janvier 2024, genre. C'est quelques cas depuis 3 mois. Wow. Puis il y en a beaucoup plus que ça. J'en ai vu passer plein là, sur Telegram ou autre. Là. Merci d'avoir arrêté à ça. Tu aurais fait peur au monde. Oui. Ça a commencé, je pense, en janvier. Et la première grosse nouvelle, c'était un avion qui avait perdu une porte en plein vol. Là. Ça a été dépressurisé. Tu as eu récemment, cette semaine, c'est un avion qui a perdu une roue. Fait que, tout ça pour dire que ça fait beaucoup de collisions pour un monde d'aviation qui est normalement extrêmement sécuritaire. Puis ça en devient louche, là. Fait que je voyais un petit peu, comme quand j'avais parlé de ma première chronique, j'avais parlé du déraillement de train de East Palestine. JF à la régie, il marque c'est tous des Boeing puis des Airbus 737. Il y a pas, fait que, la morale de l'histoire, c'est prenez pas un Boeing ni un Airbus A320 parce que c'est... Airbus puis Boeing, Fait que, c'est ça. Ça va pas bien. Fait que ça me rappelle un petit peu l'histoire d'East Palestine qui avait eu un déraillement de train. Il y avait des gestions très douteuses autour de ça. Puis ce qui était louche, c'est quelques mois avant, il y avait eu un film qui était sorti avec Netflix, c'était White Noise. Ça décrivait la même histoire que ce qui s'est passé à East Palestine. Puis il y a même des habitants d'East Palestine qui étaient figurants dans le film. Fait que c'était bizarre. Puis là, dans la même chronique, j'avais partagé une vingtaine de déraillements de train, d'explosions d'usines chimiques qui est arrivé dans le même mois. C'est vrai. Puis tout ça, ça l'arrivait après 2021-2022. On avait eu une centaine de feux puis d'explosions d'usines chimiques puis de fermes. Puis aussi, en 2022, on avait une centaine d'attaques physiques contre les réseaux électriques américains. Fait que, on dirait que ça va par vague comme ça, là, c'est quand même assez louche. Puis là, on dirait qu'on est dans une vague là, de problèmes d'aviation. Fait que c'est quand même assez louche. Fait que, je me disais, si on essaie de faire des liens, là, c'est sûr que si tu demandes aux gens de ne plus voyager pour sauver la planète, il y en a une partie qui vont s'en foutre un petit peu. Mais si tu commences à instaurer une peur puis une perte de confiance dans le système d'aviation comme qu'ils font là, tu peux poser des questions comme l'article à l'écran pour faire peur aux gens. Puis avec cette peur-là, ben, tu vas peut-être arrêter de les faire voyager puis de commencer à instaurer une psychose. Là, pour de multiples raisons, on va arrêter de voyager. Fait que, tout le temps, problème, réaction, solution. Tu as raison. Le fondateur du réseau social Telegram affirme avoir subi des pressions de la part du gouvernement américain. Oui. Un article de RT, Russia Today, propagande russe. Fait que dans une entrevue avec Tucker Carlson, Tucker qui est supposément notre libérateur qui va venir libérer le Canada, qui a dit lui-même, en entrevue avec Pavel Durov, le fondateur de Telegram, qui est un réseau social alternatif à Facebook, pour ceux qui ne connaissent pas. Dans le fond,
Pavel Durov, affirme que le FBI a fait subir des pressions dans son séjour aux États-Unis dans le but de laisser des portes dérobées ou des backdoors, qu'on dit en anglais, dans son système Telegram. Fait que, dans le fond, ce qu'il voulait, le FBI et la CIA, c'est avoir des accès directs dans les serveurs de Telegram pour voir ce que les gens discutent, partagent, puis même ce qui peut être écrit dans des chats privés. Là. Fait que, dans le fond, ce serait une des raisons aussi, selon Pavel Durov, pourquoi il n'aurait pas basé Telegram à San Francisco comme qu'il avait prévu. C'est à cause de ces pressions-là. Puis Pavel, c'est aussi le fondateur de VK. Je pense qu'il l'a revendu par après, là, qui était aussi une autre réponse ou une alternative à Facebook. Ouais. Fait que mon opinion sur ça, foutaise totale. Avant, si on prend un petit peu de recul, là, moi je pense que c'est de la propagande, ça. Là. Si on recule ce que j'avais parlé au printemps aussi, ma chronique sur le contrôle d'information, on avait vu qu'il y avait 6 gros monopoles qui possèdent à peu près tous les gros médias américains aux États-Unis. Fait qu'à la tête de ces médias-là, tu as souvent des gens qui siègent sur le Bilderberg, meeting secret annuel, au CFR, le Council of Foreign Relations, puis à la Commission trilatérale. Fait que c'est tous des gens dans les hautes sphères du contrôle, là, l'élite mondiale. Fait que les médias sont vraiment les porte-voix du Deep State, là, si on regarde comment c'est fait. Fait que même dans les moteurs de recherche comme Google, il y a énormément de contrôle de l'information. On l'a vu en masse pendant la pandémie. Ils filtrent les résultats, ils trient, ils disent qu'il y a 10 millions de résultats, puis quand tu cliques, tu as 10 pages, puis ça finit là. Puis c'est toutes des pages des mainstream médias. Là. Ouais. Fait que, il y en a qui ont fait le test, je l'avais fait aussi. Là. Fait que, il n'y a pas autant de résultats qu'ils disent, puis c'est tous des résultats filtrés. Là. C'est vrai. Puis aussi, un peu de symbolique occulte autour de Google, on avait parlé aussi. Sinon, pour ce qui est chez Twitter, c'est un peu la même chose. On avait parlé de Elon Musk quand il avait acheté Twitter, un autre faux sauveur. Fait que, quand il avait acheté Twitter, il avait pas leaké, il l'a permis, là, les Twitter Files. Il avait sorti des documents internes de Twitter. Fait que, il disait que Twitter donnait des accès directs à la CIA puis au FBI, puis qu'une bonne partie de Twitter était composée de soi-disant ex-employés de la CIA puis du FBI. Fait que, ils prennent leur retraite, entre guillemets, du FBI puis de la CIA, puis ils s'en vont chez Twitter. Fait que le paradoxe, après ça, c'est que Elon Musk a nommé une femme du World Economic Forum comme PDG de Twitter, Linda Yaccarino. Fait que c'est un peu paradoxal que tu dis, je m'en viens amener la liberté d'expression, puis tu nommes une femme du World Economic Forum à la tête de ton entreprise. Fait que on a vu aussi pendant la pandémie que clairement un contrôle d'information chez Twitter, Facebook, Google, puis YouTube. Puis j'avais parlé aussi que chez Facebook, tu as un énorme contrôle d'information, ça on l'a clairement vu pendant la pandémie. Puis j'avais parlé aussi de... Oui, il y a même une police Facebook là, qui te met en prison quand tu dérapes trop. Je l'ai déjà subi. Oui, c'est sans doute pas. Puis j'avais parlé aussi de... Le Facebook vient très probablement du projet LifeLog de la DARPA. Dans le fond, ils voulaient faire... la DARPA, c'est une branche de recherche de l'armée américaine. Ils voulaient faire une méga base de données mondiale pour espionner tout le monde, tes opinions politiques, tout ça, tes liens avec les gens. Puis malheureusement, le projet LifeLog était fermé le 3 février 2004, puis le lendemain, Facebook était né puis était incorporé, né sur un plateau là, à Mark Zuckerberg. Fait que, les gens auraient été réticents à donner leur information personnelle à la DARPA, qui est une branche de l'armée. Mais maintenant que c'est privé, c'est comme, OK, je vais mettre toute ma vie volontairement sur Facebook, il n'y a pas de problème. Tout ça pour dire... Je vais me prendre des photos de mon dernier repas. Tout ça pour dire qu'il y a un énorme contrôle dans tout ce qui est médias, réseaux sociaux ou autres. C'est pas approuvé, là. Puis si on revient à Telegram, qu'on parlait dans l'article, le contrôle de l'information qu'on a eu pendant la pandémie, ça a fait exploser des sites alternatifs comme Telegram. Mais contrairement à Facebook, tu as très peu de contrôle d'information puis de censure. Tu peux dire beaucoup de choses ou partager des choses sur Telegram sans te faire bloquer. Mais le problème, c'est la prochaine image, c'est un autre piège. Pavel Durov, qui est le fondateur de Telegram, il est membre du World Economic Forum. Fait que c'est toujours de l'opposition contrôlée avec l'élite. Fait que d'un côté, tu as Facebook qui censure l'information, puis de l'autre côté, tu trouves un réseau alternatif qui ne te censure pas. Fait que tu vas sur Telegram, mais ils traquent tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. Fait qu'ils savent qui dit quoi. Fait que c'est tout le temps contrôlé ou filtré. Puis c'est pas pour rien non plus, là. Si on voit l'image suivante, à chaque année, on a le Sun Valley Conference. C'est un meeting annuel des médias, fait que, et du monde technologique. Fait que c'est comme le Bilderberg de cette gang-là. Là. Fait que c'est là qu'ils vont faire des acquisitions, des fusions ou prendre un peu le contrôle de ce monde-là. Puis c'est un peu à cause de ça que DuckDuckGo est devenu woke puis ils sont mis à censurer comme Google. Là. Ils ont dû se faire influencer ou fusionner à ce moment-là. Puis aux États-Unis, tout ça c'est légal. Là. Depuis le 11 septembre, ils ont passé le Patriot Act qui peuvent espionner chaque Américain sans mandat. Tout ce que tu fais, tout ce que tu fais dans le secret sur Internet, ils peuvent tout espionner sans mandat.
Puis c'est encore à chaque année renouvelé en douce là, en cachette. Fait que, ma conclusion sur l'article de RT, je pense que c'est de la foutaise totale. C'est quand que le gars à la tête, c'est un gars du World Economic Forum. C'est clair. C'est sûr qu'il y a un piège quelque part là-dedans. Là. Fait que, d'un côté, tu censures, de l'autre côté, tu bloques. Ben, tu bloques puis tu censures, de l'autre côté, tu le permets, mais tu traques qui dit quoi. Là. Fait que, on s'en sort pas. C'est tout le temps... c'est un faux espoir entre le grand reset ou le grand awakening, là, le grand réveil. Ouais. Mais on sait que c'est de l'opposition contrôlée. Là. Absolument. C'est ça. On fait juste changer de couleur ou Ouais. changer de compagnie. Ouais. En bout de ligne, c'est du pareil au même. Merci beaucoup, Jonathan, pour une excellente chronique. C'est vrai que c'est du pareil au même. On cherche de plus en plus, on le dit, hein, le but de cette mondialisation-là, c'est le contrôle de la population, c'est le crédit social, c'est l'instauration de ce crédit-là qui va gérer la population, cet abus de pouvoir-là qui commence à émerger de plus en plus aujourd'hui à travers différents créneaux, à travers différentes entreprises, à travers des instances gouvernementales. On le voit, ça s'instaure de plus en plus.